qu'on est arrivé à sortir dans les premiers sur un bon paquet de benchmarks, notamment en coding, où le modèle est plutôt très bon. La principale chose qui a changé, en fin de compte, c'est les données. Et donc, on sait mieux sélectionner les données. On a des données qui sont beaucoup plus qualitatives. Et c'est essentiellement ça qui a fait le gros de la différence. Et c'est pareil entre l'AMA 2 et l'AMA 3. À la fin de l'année, ils allaient avoir un parc de 350 000 GPU. Donc, c'est des A1 et des H1, je crois. Des H100. Des A100, pardon, et des H100. J'ai fait le calcul. Au prix du marché, je crois qu'on parle de 14 milliards. Juste en hardware. Hein. Avant de commencer, quelques mots à propos de ce podcast. Ce podcast est possible grâce à ses contributeurs et animateurs, mais aussi aux sociétés qui le sponsorisent. Sérénité qui vous accompagne pour concevoir, industrialiser ou automatiser vos plateformes. Écrivez à contact@serenité.fr. Et Datatask d'Affinitech, la plateforme pour accélérer vos data lakes et data labs. Venez nous voir sur datatask.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Et aujourd'hui, on va cumuler les deux puisque j'ai à nouveau le plaisir d'accueillir Quentin Ambart de Databricks qui revient après de nombreux épisodes. Je crois que c'est la 5e fois que tu reviens, cher Quentin. Ou quelque chose comme ça, et qui revient pour nous parler des dernières actualités de Databricks, et notamment, on va parler d'IA, puisqu'on va parler de DBRX aujourd'hui. Salut Quentin, comment vas-tu ? Salut, super, merci de me réinviter, et c'est toujours un plaisir d'être là, et puis oui, on va voir on va voir un petit peu toutes les actualités qui sont plutôt riches aujourd'hui en IA, en LLM, avec DBRX, avec l'AMA. Il y a plein de choses qui arrivent, donc c'est un bon timing. Ouais, effectivement. La dernière fois, on s'était parlé suite au summit, à votre summit, et il y avait plein de nouveautés à plein de niveaux différents. Il y avait quand même très sincèrement une orientation forte qui se faisait vers le monde du LLM. C'était indéniable. Et surtout, à ce moment-là, avait été annoncé le rachat peu avant, je crois, ou à peu près en même temps de manière concomitante, je me souviens plus exactement, de Mosaic, qui était rentré dans votre grande famille. Et évidemment, Mosaic, fallait s'attendre à ce qu'il y ait des choses avec des produits vraiment dédiés au monde du LLM qui sortent. Est-ce que tu peux... Alors, nos auditeurs, s'ils veulent savoir ce qu'est Databricks, ils auront dans les show notes les pointeurs vers tout ce qu'il faut savoir sur Databricks. On va pas refaire l'histoire de Databricks aujourd'hui, mais est-ce que tu peux nous parler justement de ce que Mosaic fait et ce que ça a amené à Databricks avant qu'on arrive sur effectivement le fruit de tout ça qui est DBRX ? Oui, ça marche. Donc Mosaic ML, alors effectivement ça a été, je crois que l'acquisition était en juillet, ça a été annoncé au summit et ça a été signé un mois après, je crois. Donc juillet, on va dire 2023. Et Mosaic ML, donc c'est une boîte qui était connue l'année dernière à l'époque pour avoir entraîné MPT, qui était, je crois, le premier modèle vraiment open source de LLM qu'on pouvait réutiliser. Donc c'était un gros LLM qui marchait très bien, c'était état de l'art à l'époque. Il y avait à l'époque des modèles comme Falcon aussi qui avaient été releasés à peu près en même temps. Et du coup, Mosaic est spécialisé en tant qu'entreprise pour venir faire du tuning et du fine-tuning de LLM pour des grosses boîtes. Donc l'idée, c'est que vous avez un besoin spécifique, vous voulez entraîner votre propre modèle. Databricks, du coup Mosaic ML, va être spécialisé pour faire cet entraînement pour vous. Donc ça, c'est assez unique. Il n'y a pas beaucoup de boîtes qui font ça. C'est très dur d'entraîner des gros modèles from scratch. Donc là, on part de rien, on entraîne un modèle. Ou alors, on vient respécialiser un modèle existant sur un corpus de données.
Donc c'est assez technique à faire et c'est très compliqué de le faire soi-même parce que ça demande des ressources en interne qui sont très pointues. C'est des runs qui sont très chers, donc vous voulez pas vous rater. Il y a plein de façons de se rater sur un run. Ça peut être des raisons techniques parce qu'il y a on va dire des failures par exemple sur votre cluster, ou ça peut juste être que vous avez les mauvaises données et du coup votre modèle il est pas entraîné correctement. Donc en fait il vous faut une vraie expertise pour faire ça et c'est ce qu'offre Mosaic ML. Et du coup maintenant Databricks, suite au rachat donc de cet été, c'est un très gros rachat, hein, c'est un rachat à 1,4 milliard, donc c'est un très très gros rachat pour de la tech comme ça. C'était un peu, c'est toujours la hype Pour un truc AI. super spécialisé, quoi. C'est-à-dire que c'est un segment d'utilisation quand même très très pointu, comme tu viens de le dire. C'est que c'est pas un usage general purpose, quoi. C'est vraiment quelque chose de très spécialisé. Donc 1,4 milliard, c'est énorme pour quelque chose qui est un subset de finalement tout ce qu'il faut couvrir, quoi. Ouais, c'est énorme, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui savent faire ça. Vous avez, il y a les gros, j'allais dire Azure, mais en fait, même pas vraiment Azure, parce qu'ils le font pas vraiment, enfin, de façon indirecte, hein. Mais vous avez quoi? Vous avez Google, qui essaye tant bien que mal de sortir son épingle du jeu. Vous avez des boîtes comme Anthropic avec Cloud. Tu vas avoir, bien évidemment, OpenAI. Tu as les Français Mistral. Mais en fait, ils se comptent sur les doigts de la main, ces boîtes qui ont vraiment ces compétences Ouais. techniques-là et qui savent faire ces runs. Et bien sûr, Meta qui est un des meilleurs experts et on va dire que Et c'est le on y plus d'argent. reviendra. Mais effectivement, et c'est pour ça que c'est valorisé autant, je pense, hein. C'est parce que c'est très dur à faire. On rachète les talents aussi. On achète l'expertise de la boîte qui a entraîné ces modèles. Et il y a vraiment pas grand monde qui sait le faire sur le marché, en fait, en fin de compte. Ouais. Alors pour revenir un petit peu, pour peut-être un petit peu redétailler le sujet, quand vous avez un modèle général, on va prendre, je sais pas, l'un des modèles de Mistral, et que vous voulez faire que ce modèle soit vraiment capable de répondre dans votre contexte bien particulier, vous avez du document juridique, vous voulez faire des réponses qui soient liées à des choses juridiques, vous allez prendre ce modèle et vous allez remettre une couche autour de ce modèle en le réentraînant avec vos documents spécifiques. Et c'est ce travail-là qui est très compliqué parce que, effectivement, comme tu le dis, les ressources pour pouvoir entraîner ces modèles qui sont à plusieurs dizaines de milliards de paramètres, ce sont des choses qui coûtent extrêmement cher et qui nécessitent un nombre d'essais-erreurs hyper important si on n'a pas une compétence très pointue là-dessus, quoi. Donc, effectivement. C'est ça, ouais. Alors on va reparler en détail un petit peu des temps de run et donner des chiffres sur le hardware pour vraiment se représenter ce que ça représente. Mais je crois que l'idée, et pourquoi Databricks a racheté Mosaic ML, c'est un peu un pari quelque part sur là où va aller le marché, la technologie. Il y a un petit peu deux écoles. Vous avez une école qui pense qu'il va y avoir un super modèle qu'on va arriver à faire, qui va répondre à tous les besoins. Donc, pensez à un GPT-10 qui va être capable d'être excellent sur absolument tous les domaines. Ça sera sûrement un modèle fermé, ça sera très coûteux à faire. Et vous avez une autre école, et donc c'est la vision de Databricks, qui pense que on va plutôt se diriger dans le futur vers des modèles qui sont plus petits, plus spécialisés, moins coûteux à être entraînés au fur et à mesure des années. Et du coup, ça sera un meilleur choix économique de venir entraîner un modèle plus spécialisé sur vraiment une compétence de domaine très très spécifique. Donc par exemple vos données financières. Et le modèle va être ultra pertinent et ultra fort sur ce sous-ensemble de données. Il va être aussi plus petit parce qu'il n'a pas besoin de savoir tout ce qui est autour. Il se concentre vraiment sur votre cœur de métier. Et du coup, ça veut dire moins cher à l'entraînement et puis surtout moins cher à opérer. Donc à faire toutes les inférences, à interroger, plus rapide. Et donc du coup, là, on pense plutôt qu'il va y avoir une multiplication de plein de petits modèles ultra spécialisés qui vont aller jusqu'à être dans notre téléphone, hein, probablement. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Les modèles sont beaucoup trop gros. Mais on pense que ce sera plutôt vers ça qu'on va se diriger. D'où un petit peu cette ambition d'être capable de réentraîner n'importe quel modèle et de se déployer on va dire, vers ce marché-là. Ce sont les modèles dits mix quelque chose, Mistral ayant fait son Mixtral pour pouvoir justement, qui est une combinaison de plein de petits modèles. Et donc là, c'est la même, c'est ce que tu exposes, et c'est la même façon de penser. Et pour revenir sur ce sujet du coût
de réentraînement de modèles. C'est bien aussi pour ça que énormément des use cases qu'on voit apparaître aujourd'hui, où il y a des contextes spécifiques, c'est plutôt fait avec du RAG qu'en réentraînant un modèle, parce que le RAG est quand même beaucoup plus flexible et beaucoup plus facile à mettre en œuvre et avec un coût d'opération bien plus faible que peut l'être le fait d'entraîner un modèle, quoi. C'est évident. Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est pas forcément facile de saisir la nuance entre réentraîner, enfin dire même entraîner from scratch, faire du fine-tuning d'un modèle existant et faire du RAG. Je pense qu'à un haut niveau, faire du RAG, ça marche bien si vous interrogez le modèle sur un ensemble qu'il connaît, qu'il maîtrise, donc c'est des questions qu'il a l'habitude de répondre. Il sait répondre à ces questions-là sur un domaine qui est par exemple publiquement sur Internet. Donc typiquement, vous faites du support client et il n'y a pas besoin de connaissances spécifiques. Le RAG va bien marcher. L'intérêt du RAG, c'est que c'est assez peu onéreux à mettre en place. Et surtout, vous pouvez spécialiser le modèle vraiment en live. Donc de façon instantanée, si vous voulez le customiser, il suffit de lui injecter un prompt un petit peu plus spécifique et vous changez le comportement du modèle. Donc ça, c'est très puissant. Ça permet de faire des applications qui sont qui sont vraiment surprenamment bonnes à répondre à vos questions. Et après, dès que vous avez un besoin un petit peu plus spécifique, où en fait, il va falloir entraîner le modèle sur des données, vraiment un ensemble qu'il ne connaît pas de base, là, il va plutôt falloir faire soit du fine-tuning, soit du tuning depuis le début. Et notamment aussi, si vous voulez changer, un petit peu apprendre quelque chose de différent au modèle. Si vous voulez faire en sorte que le modèle, en fait, il résonne d'une nouvelle façon, il va sûrement falloir le réentraîner, le refine-tuner pour lui apprendre à répondre d'une autre façon. Donc typiquement, les modèles de LLM, ils sont entraînés sur les tâches. Les jeux de données, ça va être fais-moi un summary d'un texte, extrais-moi une information de ce texte. Donc tous ces comportements-là, le modèle, il a été entraîné dans son fine-tuning. Si vous voulez qu'il ait une nouvelle logique d'apprentissage, il va falloir le fine-tuner sur quelque chose de nouveau. Donc c'est un peu ça les grandes différences entre du RAG et du fine-tuning. Ouais. C'est clair. Bon, du coup, pour revenir un petit peu aux actualités et à Databricks, donc depuis l'acquisition de cet été, Databricks a intégré MosaicML, les composants de MosaicML sur la plateforme. Donc on a toute une couche qui a été rajoutée pour faire du RAG, notamment pour faire on appelle ça des hero runs, donc c'est des runs vraiment d'entraînement de modèles from scratch. On a plusieurs clients qui ont fait ça chez Databricks en utilisant la stack technologique de Mosaic. Et du coup, vous avez une API de fine-tuning aussi qui arrive, là, elle est en preview, pour venir faire du fine-tuning de modèles via API. Donc en gros, vous dites ça, c'est mon corpus de documents, fine-tune le modèle, et Databricks le fait pour vous en tâche de fond. Et là, la grosse annonce qui a été faite, alors elle a été faite le 27 mars, c'est que Databricks a entraîné du coup un propre modèle qui s'appelle DBRX, donc c'est le modèle LLM open source de Databricks, qui a été release et qui a, au moment de sa release, un petit peu volé la vedette dans les benchmarks. Donc on est arrivé à sortir dans les premiers sur un bon paquet de benchmarks, notamment en coding, où le modèle est plutôt très bon, et à passer devant les modèles classiques de l'époque, c'est-à-dire Llama 2 et Mistral, qui sont un petit peu J'aime les bien la deux précision de principaux. l'époque. Nous sommes le 19 avril. On y revient juste après sur le de l'époque. Parce qu'effectivement, malheureusement, c'est toujours la course ça se joue toujours à un petit truc et à quelques jours, ces histoires. Et effectivement, il y a une stat qui est super intéressante, c'est la rapidité. On nous dit quand le modèle est hosté sur Mosaic AI Model Serving, on peut générer 150 000 tokens par seconde par user. Je trouve ça mais démesuré comme. Alors tu as une échelle de... Oui, c'est 150 tokens par seconde, parce que 150 000... Non, 150, pardon, 150 tokens, oui. Oui, évidemment. Oui, mais déjà, je trouve que le temps de réponse, il est super intéressant, quoi, Oui, tout à fait. En fait, alors le positionnement de DBRX, c'est qu'il répond très bien en étant très rapide et peu cher. Alors comment on fait ça techniquement? En fait, on fait ça parce que DBRX, c'est un mixture of experts. Donc en fait, c'est un très gros modèle, mais qui va se décomposer en sous-experts. Donc je crois qu'il y a 16 sous-experts dans le modèle. Donc vous pouvez imaginer un gros modèle avec l'ensemble des poids. Et en fait, quand il est entraîné,
vous avez comme un système de routeur qui décide quelle sous-partie du modèle on va entraîner, donc c'est découpé en 16. Et ensuite, quand vous faites une requête à l'inférence, le routeur, il va se dire, OK, cette requête-là, je pense qu'il faut qu'il y ait ces 4 sous-modèles qui répondent. Et en fait, quand on répond, on n'active qu'un sous-ensemble des poids. Ce qui fait que la réponse est beaucoup plus rapide et surtout beaucoup moins coûteuse pour la personne qui hoste le modèle, parce qu'on active qu'en fait qu'un quart du modèle. Donc ça, c'est donc ce qu'on appelle les mixtures of experts. Les premiers à avoir élis ça vraiment sur des gros modèles, c'est Mistral d'ailleurs, les Français Mistral, avec Mixtral, c'est mix pour mixture of experts. Et du coup, DBRX est basé sur la même architecture. Et ça marche super bien parce que ça permet vraiment d'avoir un ratio de... Alors, on a un ratio de flop à l'entraînement par rapport à ce qu'on a en output. C'est quelque chose qu'on calcule. Donc, c'est ça, c'est l'efficacité du flop sur le training qui est 2 à 3 fois meilleur que les modèles denses, en fait, à cause de ça. Parce qu'on vient sous-entraîner des sous-parties et du coup, on n'active pas du tout les poids. Ça fait que c'est beaucoup plus efficace à la fin et ça coûte moins cher à entraîner, moins cher à faire inférence. Je lis en même temps que tu parles, je regarde le post que vous aviez, que vous mettrez en lien bien sûr, que vous aviez écrit sur à la sortie et qui reprend effectivement toutes ces dimensions. Et après, enfin les benchmarks ont toujours des trucs un peu compliqués parce que les benchmarks, pour que ça reste dans le temps et qu'on sache de quoi on parle d'une fois sur l'autre, effectivement, il faut qu'il soit un petit peu dans la durée, s'installe dans la durée. Et pour le coup, par contre, on voit bien que dans les benchmarks, il est probable que des modèles récents sont plus forcément adaptés, enfin que des benchmarks un peu anciens sont plus du tout adaptés à des benchmarks un peu récents et donc il y a notamment une table qui mesure la qualité des benchmarks qui est assez intéressante. Alors on dit qu'on surpasse, bon c'est toujours maintenant on arrive tellement à des niveaux élevés de performance que bon on est quelques pourcents au-dessus de ce qu'étaient les précédents, hein. C'est ça qu'il faut voir quand même dans l'histoire. Ouais, sûr. Alors, c'est vrai que sur il y en a un qui est connu de benchmark qui est le MMLU. En fait, on pose une question un petit peu, enfin assez compliquée même, et on demande au modèle de choisir la meilleure réponse et de répondre à la question. Donc là, effectivement, on est sur c'est un petit peu meilleur que l'état de l'art. Je crois que là où il y a eu vraiment une différence, c'est sur la partie coding, où en fait, c'est surtout que l'AMA 2 était vraiment mauvais en fait sur cet exercice-là. Ouais. Du coup, DBRX explose. Mais c'est vrai que les benchmarks, c'est compliqué, d'autant plus que souvent les questions des benchmarks peuvent leaker. Et alors ça, c'est une catastrophe parce que du coup, vous entraînez sur le benchmark et forcément, vous êtes meilleur. Donc c'est un truc qu'il faut faire super attention quand on fait le training des modèles. Sinon, le benchmark peut plus rien dire, quoi. L'overfitting reste une réalité, même Ouais, à l'heure des LLM, quoi. en général, ce que font les gens, c'est quand ils mettent les benchmarks dans des blogs, ils prennent des images pour éviter que ce soit leaké dans les jeux de données d'Internet, en fait. Bien sûr, évidemment. Alors, Vas-y, je t'en prie. Ouais, du coup, il y a une question qui se pose, c'est, bon, on va en parler après, mais il y a des modèles qui se réalisent en permanence. C'est très coûteux d'entraîner des modèles, donc on peut un peu se demander pourquoi Databricks se lance dans cette course-là, parce que clairement, Databricks n'a pas le budget, par exemple, d'un OpenAI pour entraîner des modèles. DBRX, ça a été entraîné avec 10 millions de dollars, ce qui est en fait vraiment pas beaucoup par rapport aux gros concurrents. On va reparler de l'AMA 3 juste à côté. Mais là, je pense qu'il y a 2 raisons pour lesquelles Databricks fait ça. Bon, la première, c'est clairement juste pour faire une grosse démonstration de force et de marketing. Et de dire que Databricks, non seulement on a toute la partie Lakehouse, donc avec la gestion des données, le SQL, le warehousing, les dashboards, etc. Et en plus, on est capable d'entraîner le meilleur modèle open source avec seulement 10 millions de dollars. Donc on se positionne vraiment sur on va dire, le leader de l'AI là-dessus. Et je pense que c'est aussi une façon de dire à nos clients, regardez, on sait le faire. Nous, on est monté en compétence aussi clairement en entraînant ce modèle. Ça a été quelque chose où nos équipes techniques ont appris plein de choses. Donc, on est capable de le faire. Si vous voulez faire la même chose, alors pas forcément aussi gros, parce que ça, c'est vraiment un énorme modèle, mais si vous voulez faire la même chose pour vos runs, on est capable de le faire. On a eu la compétence en interne, donc vous la prouvez.
C'est un peu avoir du skin in the game. Quand on a payé 10 millions de dollars pour vous prouver qu'on savait le faire. Donc, vous pouvez venir entraîner vos modèles chez nous. Et bien évidemment, je pense que ça va aussi servir à Databricks à entraîner ses propres modèles sur la plateforme pour faire, par exemple, tout ce qui est du text to SQL pour nos assistants. Donc, le text to SQL, c'est vous poser une question sur vos données. Je ne sais pas, dessine-moi mon rapport de finances pour le dernier quarter et automatiquement, on va générer une requête SQL sur la base de l'architecture de vos tables. Et donc ça demande énormément de compétences techniques et des modèles ultra spécialisés pour faire ça. Et donc clairement, c'est aussi l'intention de Databricks derrière, d'utiliser ces compétences pour améliorer la plateforme, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement aussi, hein, vous avez une capacité à reprendre la maîtrise sur ce qui vous permet de construire construire l'assistant que vous avez à l'intérieur de la plateforme. Donc, à un moment donné, ne pas dépendre totalement d'un tiers par rapport à ça, est réellement un acte tout à fait louable. Et je lisais qu'il y avait, on a souvent parlé récemment de l'histoire du Lost in the Middle, qui est qu'est-ce qui se passe quand on a des, des prompts qui sont hyper longs et des contextes qui deviennent trop grands. Et c'est typiquement, et c'est marrant parce que dans le blog là, qu'on déroule ensemble, il y a justement quelque chose qui parle un petit peu de cet aspect de taille de taille de contexte et de choses comme ça. Donc c'est assez intéressant de regarder comment vous avez travaillé là-dessus de manière efficiente, même si c'est vrai que sur le très grand contexte, GPT, mais qui n'est pas un modèle open source, est supérieur. Mais globalement, sur des contextes de taille raisonnable, c'est-à-dire 4K, ce qui est déjà pas mal, hein, finalement, vous avez réussi à avoir des super bons résultats, quoi. Ouais, alors ouais, tout à fait. DBRX, alors il y a 32K tokens de Windows. Donc, ça commence à faire vraiment beaucoup de texte. Et effectivement, il y a une évaluation qu'on fait où on balance 32K en entrée et on demande au token de retrouver l'information qui se cache au milieu des 32 000. Donc ça, c'est pour évaluer à quel point le modèle est capable de comprendre un très gros contexte et d'extraire une information de ce très gros contexte. Je sais pas trop quoi penser de ces benchmarks. J'ai lu, je sais pas si tu as vu ça, j'ai vu ce qui s'est passé avec Anthropic. Ils ont sorti Claude et Claude était très mauvais à cette tâche-là. Donc Claude avait un très très gros window, je sais plus la taille, mais c'est vraiment quelque chose d'assez important. Oui. Et il y a des gens qui l'ont testé, il n'arrivait pas à trouver l'information à partir d'une certaine taille. Et en fait, il y a quelqu'un qui a juste refait le même test avec un prompt un peu différent en disant quelque chose comme sois gentil cette fois-ci et essaye vraiment de t'appliquer à trouver ce qui est au milieu. Et d'un coup, Claude a tout trouvé. Donc en fait, ça dépend énormément d'un paquet de contextes. Donc je pense que tous ces benchmarks-là, ils sont un petit peu à prendre Ouais. avec des pincettes. Et d'ailleurs, la meilleure façon de savoir quel modèle marche le mieux pour votre use case, c'est de les tester. Parce que la réalité, c'est que vous avez des modèles qui répondent très bien pour certains besoins et d'autres où ils marchent pas très bien. Et vraiment, le mieux, c'est d'en brancher 2-3 derrière. Vous prenez les 3 meilleurs, quoi. Et puis vous regardez comment ils répondent. C'est vraiment le mieux. Ouais. Tout à l'heure, tu mentionnais le coût de l'entraînement. Et effectivement, il y a un petit pavé là qui explique comment l'entraînement a été fait et le nombre de NVIDIA H100 utilisé est à proprement parler hallucinant, quoi. C'est-à-dire que quand je vois, nous, on utilise de temps en temps des instances avec des NVIDIA H100. Ce qu'on arrive à en tirer sur une, c'est déjà énorme, quoi. Enfin, c'était pour faire de l'inférence, nous, qu'on l'utilise, hein, donc c'est pas tout à fait la même, mais on se rend bien compte qu'il y a une capacité de travail démesurée. Et là, vous en avez utilisé plus de 3000. Donc, ce qui est quand même un truc. Ce qui est beaucoup, mais en fait, c'est pas tant que ça par rapport à d'autres runs. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut prendre le nombre de GPU fois le nombre d'heures qui ont été passées à l'entraînement. C'est ça la vraie métrique. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, je crois que Databricks n'a pas publié le nombre d'heures d'entraînement. La seule métrique qu'on a publiée, c'est que ça aurait coûté 10 millions à un client s'il voulait le faire. Ouais, voilà, mais vous dites quand même que le travail a duré, s'est étalé sur 3 mois, quoi. Ouais, alors tout à fait. Sur 3 mois, c'est tout le process d'entraînement du modèle. C'est un process un peu sympa, on peut en parler. Parce qu'en fait, quand vous voulez faire un entraînement comme ça, qui est très coûteux,
Ce que vous voulez pas faire, c'est juste prendre vos jeux de données et d'un coup de vous dire: «Allez go, je fais mon hero run et j'entraîne tout pendant, je sais pas 3 semaines ou plusieurs mois». Parce que si jamais il y a un problème avec, soit l'architecture du modèle, soit vos données d'entraînement, bah, vous aurez payé 3 mois d'entraînement pour rien et en gros, vous aurez craché vos 10 000 $, pour, bah, dans le vent. Ouais. Et c'est là où vous avez besoin d'une boîte spécialisée comme, bah, du coup, comme MosaicML, parce qu'eux, ils ont la compétence et en fait, ils ont un process où ils savent entraîner des sous-modèles, donc des modèles beaucoup plus petits sur des, petits volumes de données et ils sont capables d'apprécier l'impact de l'entraînement sur des sous-ensembles de données et de modèles. Du coup, ils font, des opérations comme ça où ils testent avec un certain type de données, une certaine structure de données en entraînement plusieurs fois. Donc ils font des mini runs et ensuite ils sont capables, avec leur expérience, de se dire: «OK», ils savent projeter ça en fait sur un gros modèle et donc ils augmentent petit à petit la taille des runs et la taille des jeux d'entraînement jusqu'à se dire: «OK, on est suffisamment confiant et on sait que ça va bien marcher à l'échelle» et du coup, une fois que tout est prêt comme ça, là, ils lancent le run final. Donc en fait, quand Databricks dit 3 mois, c'est ce process-là qui a duré 3 mois. Donc quelques semaines, on est en train des petits volumes de données sur des petits modèles et on augmente au fur et à mesure pour tester. Parce qu'en fait, on fait pas, par exemple, de l'hyperparamètre tuning sur un hero run parce qu'on entraîne le modèle qu'une seule fois. Donc, il faut être sûr des hyperparamètres Ouais. d'entraînement qu'on met avant. Il faut être sûr de cet outil de routage qui va être capable de sous-spécialiser le modèle avec ses sous-ensembles, ses sous-modèles, quand on dit que c'est de la mixture of modèles. Donc, il faut être sûr que l'élément de routage, il fonctionne bien. Et donc, ça, on le teste sur les petits modèles avant, quoi. Ouais, non, mais c'est bien évident. Je comprends tout à fait le sujet. Et ce qu'il y a de certain, c'est que on voit que l'aspect humain, on a l'impression que l'aspect humain est sorti de tout ça, mais finalement, tu te rends compte que la validation en cours de route dans ce process fait évidemment appel à des compétences humaines super fortes. Ce que tu disais tout à l'heure en intro, hein, pour justifier l'achat de de ça et de Mosaïque, pardon, et le fait d'avancer là-dessus. Mais non, c'est impressionnant. C'est impressionnant tout ce qui a été fait pour construire ça et on peine à imaginer la quantité de travail que peut représenter et la pratique que ça nécessite pour pouvoir faire cette construction de modèle, quoi. Et ouais, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que si on regarde le modèle en lui-même, en fait, la techno, elle a presque pas évolué depuis les premiers, depuis quelques années. Alors, vous avez des nouvelles choses, on fait des mixtures of experts, mais en fait, ça, c'est juste une optimisation de performance où on entraîne un sous-ensemble du modèle, en fait, mais c'est vraiment que de l'optimisation pure. Il n'y a pas eu de révolution majeure. Et pourtant, les modèles fonctionnent de mieux en mieux. Et en fait, par exemple, entre MPT, qui était le modèle précédent de MosaicML, et DBRX, qui est, si vous voulez, la version 2 de MPT, quoi, la principale chose qui a changé, en fin de compte, c'est les données. Et donc, on sait mieux sélectionner les données. On a des données qui sont beaucoup plus qualitatives. Et c'est essentiellement ça qui a fait le gros de la différence. Et c'est pareil entre l'AMA 2 et l'AMA 3. Il y a un gros travail sur les données qui est fait. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Databricks a utilisé une boîte qui s'appelle Lilac, qui est une petite startup qui fait en fait de l'analyse de données. Donc, vous lui donnez vos textes. Ce qui est dur quand on fait de l'entraînement de données, c'est qu'on a tellement de textes que c'est assez compliqué de savoir quel texte est de bonne qualité, de grouper les ensembles Ouais. de textes ensemble. Bah, du coup, forcément, maintenant, on fait du LLM pour faire ça. Donc, on utilise d'autres modèles pour analyser nos jeux d'entraînement et les scorer, les réorganiser différemment. Et du coup, Databricks, c'est Lilac. C'était tellement bien qu'on a fait l'acquisition de Lilac. Donc maintenant, on C'est va ce que avoir j'allais Lilac dire. sur Ouais, la vous avez plateforme de acheté Databricks. Lilac entre-temps. Ouais, c'est. Ouais, mais l'histoire, c'est ça. En fait, ils s'en sont servis pour entraîner DBRX et ils se sont dit, bon, c'est top, il nous faut ça dans le produit. Et du coup, ils ont fait l'acquisition de cette petite boîte-là. Ouais, parce que c'est un vrai sujet, le fait de pouvoir automatiser, la capacité à se dire, ben, finalement, ce texte-là, il est pertinent et il couvre tel topic de manière assez fiable. Et aussi derrière, de pouvoir regarder si la réponse, elle est cohérente avec, de pouvoir valider, d'analyser le texte fourni en réponse et de pouvoir définir si la réponse est cohérente avec ce qui a été fourni comme question et le corpus de texte sur lequel a été fait l'entraînement. Donc c'est clair, c'est un sujet sur lequel nous on s'est penché récemment. Alors c'est dans le cadre d'un RAG, mais de savoir dans quelle mesure, par rapport à la question, les corpus les documents fournis dans le cadre du RAG, enfin le triptyque
question, corpus de documents fournis dans le RAG et réponse fournie, dans quelle mesure les trois étaient bien cohérents et on n'avait pas une réponse totalement à côté de la plaque, quoi. Et ça, c'est finalement des tonnes de petits trucs qui se répondent aussi avec des LLM, mais qui sont pas forcément faciles à traiter. Ouais, non, c'est sûr, c'est dur à. C'est des sujets complexes. Alors, c'est d'autant plus complexe pour l'entraînement. Parce qu'encore une fois, quand on le fait une fois, enfin, on peut pas se gourer sur un RAG. Si on se trompe, on va rescorer tout le dataset. En général, ça coûte pas grand-chose. Sur un Exactement. entraînement, il faut vraiment faire super attention à ça. Ouais, sur le RAG, c'est généralement la taille des chunks, des choses comme ça, quand on fait ses embeddings, ce qui va pouvoir jouer. Et donc ça, c'est pas un process hyper coûteux que de le faire. Mais effectivement, quand on commence à parler sur des chiffres en millions de dollars, et tu soulignes le fait que c'est pas forcément un coût démesuré à l'échelle de ce que cette industrie voit comme coût passé, t'as clairement un sujet. Vous étiez les rois du monde. Ça a duré un mois à peu près, c'est ça, à peu de choses près. C'est un peu de choses près. C'est honnêtement, je pense qu'il y a une part de chance là-dedans. Donc, effectivement, Databricks a sorti pendant quelques semaines, on va dire le meilleur entre guillemets, parce que ça dépend de beaucoup de choses, mais en tout cas un des meilleurs, vraiment dans le top des modèles open source. Ça a duré quelques temps. D'ailleurs, je crois que le 17 avril, Mistral a sorti un Mistral, je crois que c'est le 8 fois 22 milliards, qui est Ouais, vraiment très bon. Et le 18 avril, donc un jour après la release de Mistral, alors eux, je pense que c'est ceux qui ont eu le moins de chance, qu'ils se ouais, sont c'est fait charger ça. directement par Meta. Donc Meta qui a une puissance, j'ai récupéré quelques chiffres, on va en discuter, mais qui a une puissance complètement dingue de calcul et d'argent à sa disposition, qui a sorti Llama 3, et du coup Llama 3 qui explose un petit peu tous les benchmarks maintenant. Donc on a un nouveau modèle état de l'art qui est Llama 3, qui est un modèle dense, lui. Donc Ouais, Mistral c'est et deux approches, Databricks. c'est deux Ouais, approches qui s'opposent finalement, et il falloir regarder en termes de lourdeur d'inférence ce que ça donne, parce que effectivement le match est pas forcément gagné de ce point de vue-là, quoi. c'est ça, ouais. Il va sûrement toujours y avoir des use cases où soit un modèle comme Mistral et DBRX, donc qui sont des mixture of experts, vont mieux fonctionner parce qu'ils seront peut-être moins chers à l'inférence. Et il y a d'autres modèles comme Llama 3, qui est un modèle dense, donc vous n'avez pas ces notions de sous-ensemble. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une requête, 100% des poids sont activés et qui répond, qui a un très bon score. Je pense qu'il bat à peu près tous les modèles open source dans tous les domaines. Donc ça, c'est le 70 milliards, donc Llama 3 70B. Et Meta a annoncé aussi qu'ils traînaient Llama 3, je crois que c'est 400 milliards de poids, Vache. qui est a priori toujours en entraînement et qui est à peu près au niveau de GPT-4. Et donc ça, c'est quand même un petit peu une bombe, parce que ça veut dire qu'on va avoir un modèle open source. Alors il va coûter une fortune à tourner, parce qu'il est très très gros, donc il va falloir plein de Ouais, GPU. c'est ce que j'allais dire, c'est Mais quand qu'aujourd'hui même. on trouve des GPU avec 40 gigas de VRAM. Cette taille-là, ça va pas forcément être facile à rentrer. Enfin, il va falloir des très très grosses GPU, quoi, hein, pour rentrer ça dedans, hein. Il va falloir des clusters. De toute façon, c'est déjà le cas dans à peu près tous les modèles dont on parle. DBRX, il vous faut un cluster de GPU pour le tourner. C'est pas des modèles qu'on va tourner soi-même en général, parce que c'est trop cher. C'est plutôt des modèles qu'on va On va faire tourner, demander de partager. l'inférence sur un service third party, ouais, tout à fait. Voilà, ouais. Ouais. Ça, c'est rentable. Pour le faire tourner soi-même, il faut vraiment avoir beaucoup de requêtes, parce que sinon, c'est très cher. Mais le fait qu'un modèle open source qui va être sorti du coup par Meta, parce que c'est sûr qu'ils vont le release, soit aussi bon ou dans l'ordre de grandeur de GPT, on va dire. C'est quand même intéressant et je suis curieux de voir comment le marché va réagir parce que c'est une mauvaise nouvelle pour toutes les boîtes qui sont spécialisées là-dedans en fait. Donc je pense à des Anthropic, à des OpenAI, Mm. à Mistral. Je sais pas comment ils vont réagir et quel sera leur business model, mais ça va être compliqué pour eux parce que je pense qu'on arrive aussi je pense qu'il va avoir un effet asymptotique assez rapidement. C'est-à-dire que là, on est dans une course, tous les mois, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et quelque chose de meilleur. Mais en fait, comme la techno sous le capot, elle n'a pas vraiment évolué. Si on prend Llama 3 à Llama 2, j'ai un peu regardé, franchement, c'est grosso modo la même chose. Ils ont des changements techniques sur leur mécanisme d'attention, ils les groupent pour que ça coûte moins cher, que ce soit plus rapide, que ça s'active plus vite, ce genre de choses. Mais fondamentalement, c'est pas une révolution. Du coup, il y a pas mal de chances que
on arrive assez vite au max de tokens qu'on peut récupérer et au max de la qualité qu'on puisse et qu'on arrive à quelque chose d'assez asymptotique. Et à ce moment, si vous avez un modèle open source qui est quasiment aussi bon qu'un modèle payant qui est propriétaire, je pense que le business model de ces boîtes-là va être un petit peu remis en cause potentiellement, quoi. Ouais, effectivement, ça va être. Mais après, il y aura toujours cette histoire de. Ça serait marrant de voir si la Mat 3, à un moment donné, va pas avoir une déclinaison, un peu comme Mistral l'a fait, de passer de Mistral dense à un Mistral à Mixtral. Et si à un moment donné, la Mat 3, parce qu'il y a aussi ce plafond de verre de la taille du modèle qui va commencer à se faire, ne va pas aller faire des choses avec un modèle composite pour pouvoir Oui, alors être ça plus c'est probable, flexible. ça sera sûrement l'AMA 4 qui est. Alors, je crois que l'histoire, c'est que Meta a dit qu'ils arrêtaient d'entraîner l'AMA 3 parce qu'ils voulaient avoir de la place sur leur GPU pour entraîner l'AMA 4. Donc, C'est ils n'arrêtent pas et énorme, il y a des c'est chances que l'AMA énorme. 4 soit. Je voudrais bien savoir le nombre soit... de GPU qu'il y a chez Alors, du, Meta alors, pour faire du coup, ça. je me suis renseigné et ça, c'est intéressant. On va pouvoir, pour vous donner un ordre de grandeur par rapport à, par exemple, au run de Databricks. Alors déjà, j'ai récupéré les métriques sont tellement grosses que j'ai dû chercher sur plusieurs sources, mais Meta a annoncé qu'à la fin de l'année, ils allaient avoir un parc de 350 000 GPU. Donc c'est des A1 et des H1, je crois, des H100, des A100 pardon et des H100. J'ai fait le calcul au prix du marché, je crois qu'on parle de 14 milliards juste en hardware. Hein. C'est ouf. C'est Donc ouf. après, il faut rajouter le coût d'installation, il faut rajouter l'électricité pour Ouais, faire ouais, tourner le ouais. truc. Enfin, ouais, Et, voilà. et C'est-à-dire juste que je me le disais par rapport CAPEX, est démesuré et les OPEX derrière sont c'est tout dingue. aussi démesurés, quoi. Et je me disais, par rapport à Databricks, c'est un quart de la valeur de Databricks juste en hardware, en GPU. Ça a aucun sens. Tu peux pas tester. Oui, et on peut décemment se poser la question. Alors on va pas se dire, on va pas être contre le fait qu'ils open source, hein, ces gens, mais on peut décemment se poser la question de c'est quoi le modèle de rentabilité de tout ça, de faire ces efforts démesurés en termes Ouais, de, de ouais, c'est une bonne plateforme. question. Je pense Et, que, je pense que Meta, de toute façon, ils en ont besoin de ce modèle-là. Meta, la mission de Mark Zuckerberg, c'est il faut délivrer l'AGI au ouais. grand public. Donc Meta, il va le faire quoi qu'il soit. Et je pense que pour se démarquer et montrer qu'ils sont gentils, en fin de compte, je pense qu'il y a beaucoup de com derrière. Quand c'est Oui, en open source, à mon avis, enfin, je pense pas qu'ils le fassent de bon cœur, effectivement, ça coûte tellement cher. Là, le run spécifique de l'AMA 3, il a été fait sur 24 000 GPU. Donc, c'est dingue. J'ai regardé un peu le prix de location d'un GPU. Je crois que c'est 1,50 $ à peu près l'heure. Et je me suis amusé à calculer, ça fait à peu près un coût de run à juste le hardware. Hein. Si vous louez ça, ça vous fait 1 million par jour de run. Et il est entraîné sur des mois et des mois. Donc c'est c'est des montants dingue. qui sont complètement délirants. Il n'y a que Meta qui est capable de payer ça, honnêtement. Il n'y a aucune boîte qui a l'air insolite pour faire ça, Chez quoi. Scaleway, une H100 chez Scaleway, pour que vous ayez un ordre de grandeur, c'est 1000 balles le mois à peu près. Voilà, ça donne l'ordre de grandeur de la chose, quoi. Ouais. Et Donc, 1000 balles, et encore, ouais. Le prix d'achat, un prix d'achat d'un H100 ou d'un A100, ça peut pousser. Je pense que ça change, mais c'est 10 à 20 000 $, la ouais, bécane. ouais, Donc, ouais, ouais. c'est complètement démesuré. Et du coup, je pense, bon, alors je vais revendre Databricks, mais un peu l'exploit de Databricks, c'est d'être capable d'avoir fait ça pour pas cher en fait, hein, et dire à vos clients, ok, si vous voulez le faire, ça va pas vous coûter tant de ça. Sachant que, encore une fois, quand vous faites vos runs, ils sont pas aussi gros que ceux à 10 Oui, millions. c'est Donc, ça. pour des Et, centaines de milliers d'euros, en fait, on peut avoir des choses maintenant. et ça justifie aussi le fait de faire de l'inférence pas chez toi, c'est-à-dire de pas prendre tes GPU, d'acheter de la GPU ou de la louer chez un cloud provider, des instances avec GPU, mais de te dire, bon, bah, si ton modèle que tu utilises n'est pas un modèle que tu as trainé toi, c'est le modèle, et que c'est un modèle, entre guillemets, générique, tu utilises les services d'inférence qui vont te permettre de travailler avec ces modèles à la demande, quoi. Parce que de toute façon, sinon, tu vas avoir des GPU qui vont dormir 80% du temps, quoi. Ouais, ça Sauf c'est sûr. Ouais. avoir un business model particulier, mais c'est évident qu'il faut faire ça là-dessus, quoi.
Et ça va avec ce que je disais au début de la vision d'un marché où les modèles vont se réduire pour être plus personnalisés. Parce que du coup, parce que ces modèles-là, ils sont très gros et ils coûtent très cher à tourner parce qu'ils répondent à toutes les questions, en fait. Mais si on le spécialise à un petit domaine, en fait, sa taille va diminuer et du coup, on aura besoin d'un GPU beaucoup plus petit. Et là, ça va avoir un sens économique à faire tourner, à entraîner, à faire l'inférence, quoi. Donc, il y a vraiment ces notions-là de respécialisation et de changement d'échelle. Et, et à mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait vraiment un plateau de performance, c'est-à-dire dans la qualité des réponses qui va arriver bientôt. Par contre, ce qui va changer, ça va être le nombre de flops qu'on utilise pour atteindre ces niveaux-là, quoi. Donc, on va toujours taper, je sais pas, dans les 90% au benchmark MMLU d'ici quelques années. Mais par contre, le coût pour y arriver va diminuer au fur et à mesure parce qu'on aura des meilleures architectures, des meilleurs GPU et surtout des meilleurs datasets, quoi. C'est souvent le cas. En fait, tu te rends compte que dans beaucoup de choses, finalement, la performance intrinsèque, elle s'arrête à un moment donné. Elle plafonne. Et c'est ce qui est le coût d'obtention de cette performance. On l'a vu sur les benchmarks TPCH et compagnie. À un moment donné, tout le monde essaie de jouer un poulième en termes de niveau de performance, mais c'était le coût, le dollar à la transaction qui devenait plus intéressant chez les uns ou chez les autres, quoi. C'est Ouais, évident. et c'est exactement ça. Et l'autre élément qui me fait dire ça, c'est que si on regarde un petit peu le volume de données sur lequel ces modèles ont été entraînés, on est aux alentours de 10, je crois que c'est 15 Tera pardon, tokens pour l'AMA 3. Non, c'est 12 Tera tokens pour l'AMA 3. Alors, j'ai trouvé un paper qui date de l'année dernière qui calcule un petit peu le nombre de données et de textes disponibles sur Internet. Et du coup, dans ce papier, ils disent qu'il y a à peu près des données qualitatives qui sont vraiment bonnes en fait pour faire de l'entraînement. Il y a à peu près 15 Tera de tokens. Donc ça veut dire qu'on est en train d'entraîner sur quasiment l'ensemble des données qu'on a. Et ce papier dit que d'ici 2030, en fait, on va plus avoir assez de tokens. En gros, on va générer des tokens trop doucement, des tokens de qualité trop doucement sur Internet. Et ça va être marginal par rapport à ce qu'on peut utiliser dans nos LLM. L'évolution du corpus disponible va être plus faible que les ambitions qu'on a d'augmentation de la performance, de la C'est qualité. Donc, de toute façon, c'est on ça, ouais. n'arrivera pas à avancer là-dessus. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'équipe de Hugging Face qui a écrit un petit papier assez intéressant sur justement la gestion de la qualité des données. Et c'était une présentation, comment traîner votre modèle. Et il parlait justement de cette dédupe et il montrait que face à de la data crawlée sur Internet et ainsi de suite, globalement, pour traîner le modèle à la sortie, il y avait plus que 11% de la data qui était effectivement utilisée parce qu'il y avait énormément de déduplication, d'élimination de contenu qui ne sert à rien, enfin plein de choses là-dessus. Et donc c'était assez intéressant à lire. Faudrait que je retrouve ça à la rigueur. Ouais, et puis en plus, il y a toute la partie sécurité. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie que le modèle soit entraîné sur, je ne sais pas comment créer ta bombe ou alors des choses dont les Exactement. mœurs ne correspondent pas à ce qu'on veut. Donc il faut éliminer tout ça. Et d'ailleurs, maintenant, ce qui est sympa, c'est du coup, on prend des LLM, donc on prend le modèle fils en général, pour trier toutes ces données-là, pour réentraîner le modèle parent. C'est assez marrant C'est assez comme drôle, ouais. mécanisme, C'est quoi. assez drôle comme histoire. Écoute, c'est excellent, c'est passionnant, on pourrait y passer des heures, mais j'ai pas envie de terminer cet épisode sans que tu évoques une nouvelle carrière que tu as démarrée récemment de youtubeur, podcasteur. De youtubeur, tout à fait. Non, on essaye de. Bah, d'ailleurs, on essaye de lancer une petite chaîne où on interviewe des gens et on fait des présentations. Alors, c'est très axé, on va dire, tout l'écosystème de Databricks. On fait Oui. venir des partenaires, des invités. On a eu aussi Mattei, qui est le CTO de Databricks. Et on va avoir très bientôt Jonathan Frankel, qui est la personne qui a créé DBRX, en fait. C'est le Chief Scientist Officer à MosaicML et donc à Databricks. Et on va l'avoir sur notre chaîne bientôt pour qu'il puisse nous parler, nous expliquer un peu plus en détail ce qu'ils ont fait sur DBRX, comment ils voient le futur de DBRX, ce qui va arriver derrière, et puis un petit peu tout le marché. C'est un mec il est ultra calé, comme vous pouvez vous l'imaginer. Ah ouais, Il est j'imagine, vraiment ça va être sympa. assez impressionnant à voir, Ouais, un mec ouais. Donc, pareil. on va Ouais. l'avoir et on pourra lui poser un petit peu toutes nos questions. Ça va être chouette. Excellent. Et on vous mettra Ah bah le oui, lien de cette chaîne incroyable. tu nous De cette partageras nouvelle ça. Non, mais carrière. j'ai regardé celui avec Mattei Zahar, il était super intéressant.
Super. Écoute, Quentin, c'était super intéressant. Merci pour le partage et d'être venu. Et puis ça tombait, on avait programmé de ça depuis quelques semaines, cette date, et puis c'est tombé pile à point avec cette actualité. Mais bon, faut pas trop s'inquiéter en fait finalement sur le fait de trouver une actualité à un moment donné par rapport à des choses, puisque il se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait pas une nouvelle Une assez nouvelle mise à jour, ouais, et trépidante. puis c'est Ouais. ouais, c'est sûr. DBRX, Llama 2, Llama 3. On verra peut-être. Je vais me faire engueuler parce que j'ai oublié de préciser que par rapport à Scov Databricks, nous, on s'en fiche un petit peu d'avoir un des meilleurs modèles parce qu'on les met tous à la disposition de nos clients. Ouais. Du coup, ça, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose beaucoup. En gros, vous avez entraîné DBRX pour rien maintenant qu'il y a Llama 3 qui est dispo, mais pas du tout parce que Llama 3 est maintenant dispo sur nos services d'inférence et Llama 4 sera dispo et Llama 5 sera dispo. Donc nous, on est vraiment agnostique par rapport à ça. Donc si vous voulez tester tous ces modèles, je me fais un peu de pub pour la fin. Allez sur Databricks Ouais. et ils sont dispo on paye par token, donc vous payez au token quoi. On paye au token. Et justement, il y a des différences de fonctionnement entre ce que vous proposez en termes de services d'inférence et ce que Bedrock, par exemple, propose chez Amazon, puisque vous, en plus, vous tournez au-dessus d'Amazon. Donc, fondamentalement, un client Amazon pourrait avoir le choix entre utiliser les services d'inférence de Mosaic ML et les services d'inférence de Bedrock, Ouais, finalement. ouais, non, c'est un bon point. Alors on a d'ailleurs, je crois que Bedrock va rajouter DBRX, il me semble avoir entendu ça. En tout cas, ils sont en train de regarder. Alors, on a des différences de coûts, notamment avec DBRX, parce qu'il est ultra optimisé, donc ça nous permet de faire de l'inférence qui est vraiment pas chère. Donc, si vous avez des gros volumes, c'est très intéressant par rapport notamment à GPT-4. GPT-4, c'est hors de prix, c'est Ah, c'est la édifiant. folie. Ouais, c'est édifiant. Ouais, Mais ouais. même par rapport entre GPT-3 et GPT-4, il y a un multiplicateur, je me demande si c'est pas 70. Enfin, c'est vraiment très très gros en prix. Donc voilà, il y a ces différences de coûts, mais en fait, c'est pas tant différenciateur parce que franchement, Llama 2, vous pouvez le faire tourner chez Databricks, vous pouvez le faire tourner, je sais pas, chez Azure. C'est le même modèle derrière, vous allez avoir à peu près les mêmes performances, à peu près les mêmes résultats. La vraie valeur de Databricks, c'est qu'on va être capable de faire toute la chaîne data de bout en bout. Donc ça veut dire qu'on va être capable d'ingérer vos données. On a du coup, on a Lilac par exemple pour faire du cleaning et venir les analyser avant de faire votre fine tuning. On a des vector search, on a des embeddings qui marchent avec la plateforme. On a une couche de sécurité, une couche de gouvernance. Donc c'est vraiment ça notre valeur ajoutée. C'est pour ça qu'en fait nous, que ce soit Llama 2, Llama 3, c'est un détail pour nous. C'est pas notre cœur de métier. On n'est pas, par exemple, un Mistral, où eux, vraiment, leur cœur de métier, c'est de vendre le meilleur modèle open source. Ouais. Nous, on vend vraiment une plateforme data pour venir faire un peu tous vos besoins, dire que ce soit du GenAI ou juste du data warehousing. Et c'est ça notre valeur ajoutée, quoi. Ouais. Ouais, je comprends. Je comprends. Excellent. Excellent. Eh ben, écoute, on se revoit pour DBRX2 ou Llama 4 dans quelques semaines, alors. Oh, bah oui, oui. Vous avez un summit là prévu au printemps? Parce que c'était ces dates-là, je sais, non? C'est printemps ou début d'été, non? On a le summit de Databricks qui arrive, ouais. C'est cet été, je vais regarder vite fait, j'ai oublié les dates. Parce que dire que nécessairement, on se reparlera à cette occasion, puisque c'est devenu un rendez-vous immanquable. C'est le 10 juin. C'est le 10 juin. Eh ben, écoute, sur la deuxième quinzaine de juin, il est vraisemblable que tu reviennes à ce micro, mon cher Quentin, alors. Exactement, quand on parle de tout ça et de toutes les nouveautés, on a plein sous le capot qu'on garde pour le Data Annie Summit, donc il y aura plein de choses sympas. Eh ben, écoute, je te remercie de ta venue. Chers auditeurs, chères auditrices, on espère que vous avez trouvé cette discussion aussi passionnante que moi j'ai trouvé le fait d'écouter Quentin passionnant. Et puis on vous souhaite de bien utiliser vos données et de faire plein de jolies choses avec ces merveilleuses LLM d'ici le prochain épisode. À très bientôt. Merci, salut. Merci d'avoir écouté ce Big Data Hebdo jusqu'au bout. On vous serait reconnaissant de nous noter sur vos apps de podcast et d'abonner 2 de vos amis.
Un grand merci à Maxence Lecointre qui a composé et enregistré le générique de ce podcast. Retrouvez-le sur le Slack. À très vite.